Avant de commencer, surtout, merci beaucoup à vous tous d'être venus ce soir. Et pour nous, c'est un grand plaisir ici au MUSEM de parler justement de ces sujets tout à fait passionnants. C'est Giono, entre les lignes, les pacifismes. On va voir que c'est un sujet très complexe et on va essayer de parler aussi beaucoup de littérature aussi parce que ce qui nous réunit ici, c'est la littérature avant tout et aussi ce qui a fait Giono. Et aussi, je tenais à remercier d'abord nos invités, je tenais à vous remercier d'abord vous et Jacques Meny. Je rappelle simplement que vous êtes le président de l'association des amis de Jean Giono. Et pendant la rencontre, vous allez nous passer quelques diapositives pour essayer de comprendre un peu plus. Et je tenais aussi à vous remercier, vous, René Frény. Et je rappelle que vous êtes aussi écrivain, romancier. Et vous avez beaucoup des points d'acquaintance avec Giono, la région d'écriture. Et aussi, on va voir aussi un parcours aussi parfois. Et je tenais simplement à commencer par vous, Jacques. Et pour comprendre aussi ce qui nous réunit ce soir, les pacifismes des Giono, il y a quelque chose qui l'a marqué dès le départ, c'est la guerre, c'est la Grande Guerre. Et on ne peut pas ne pas comprendre aussi sa façon, son évolution, si on n'a pas, si on ne connaît pas ça, si on ne parle pas justement de cette Grande Guerre. Il n'y a pas de pacifisme sans expérience de la guerre, en tout cas dans le cas de Giono, c'est évident. Et je dirais qu'il y a une chose très très importante, c'est l'absence de patriotisme. C'est-à-dire que Giono ne part pas à la guerre en 1915, enfin il part vraiment à la guerre en 1916 en fait, il est mobilisé en 1915. C'est pas pour défendre la patrie, hein. Il se sent complètement étranger à cette notion et ça va intervenir énormément dans le fait que son pacifisme ne va pas être un pacifisme patriotique du tout. Il y a des pacifistes qui restent patriotes. Chez Giono, ça ne joue pas. Il y a une chose qui est tout à fait étonnante et dont on ne parle jamais beaucoup, c'est qu'il n'y a aucune hostilité, même pendant la guerre de 14, et surtout dans Le Grand Troupeau, le grand roman de la Grande Guerre de Giono, il n'y a aucune hostilité vis-à-vis de l'ennemi. L'ennemi, c'est qui? L'Allemand, l'ennemi au bout du parcours, on comprendra que l'ennemi, pour lui, il est en nous, en chacun de nous. Et d'ailleurs, justement, à propos des parcours, il y a quelque chose d'essentiel. Et pour comprendre Giono, est-ce que son pacifisme a été linéaire? Ça veut dire, est-ce que depuis 1914 jusqu'à après-guerre, est-ce que ça a toujours été les mêmes types de pacifisme? Non, il a évolué. Et puis, il y a d'abord eu un pacifisme ressenti, mais pas exprimé, qui a commencé à s'exprimer un tout petit peu à la fin de Jean le Bleu, avec cette fameuse formule, j'essaye de la citer de façon exacte, mais c'est il n'y a pas de gloire à être un héros, il n'y a qu'une gloire, c'est d'être vivant. Hein, c'est à peu près ça ce qu'il dit à propos de la mort de son meilleur ami Louis David. Et il va devenir un pacifiste militant et à travers différentes tendances du pacifisme militant qu'à partir de 1934. Il va d'abord être proche des communistes, puis ensuite il va s'éloigner des communistes, puis il va arriver au pacifisme intégral. Et après et pendant la guerre, il restera pacifiste, qui va être compliqué pour lui à vivre, mais pas plus militant évidemment. Et puis après la guerre, il va continuer à être pacifiste mais individualiste. Et là, ça se manifestera surtout par son soutien à l'objection de conscience. Oui, on va parler tout à l'heure de l'objection de conscience, quelque chose de fondamental. Mais il y a aussi deux choses aussi pour comprendre les pacifismes de Giono. D'une part, c'est son œuvre littéraire. Et d'une autre part, il a fait pas mal d'essais aussi. À un moment donné, on a vu l'évolution justement de ces pacifismes. Alors là, ce qui est très important, ce qu'il faut bien remarquer, c'est qu'il y a d'abord à la fin de Jean le Bleu, un premier Jean le Bleu, donc, qui est l'autobiographie romanesque de sa jeunesse, de son enfance et de sa jeunesse. Il y a évidemment quelques pages très très fortes sur la Grande Guerre, avec l'évocation de la mort de son ami Louis David, qui est évoquée dans l'exposition aussi. Ensuite, il va y avoir
il y a eu juste avant Le Grand Troupeau, qui est quand même un des grands livres sur la Grande Guerre de la littérature française. Et puis, il va y avoir l'entrée de Giono en effet, dans le militantisme pacifiste. Et là, ça va se traduire par une série d'essais pacifistes, mais politiques aussi, avec un vrai projet, le projet quasiment d'une société pacifiste. Qu'il faudrait détailler, mais enfin qui en gros oppose d'ailleurs le monde paysan au monde ouvrier. Giono considérant que le monde ouvrier, ce qui va lui valoir évidemment beaucoup d'ennuis avec ses amis communistes à l'époque, et c'est pour ça qu'il va s'en éloigner, oppose les ouvriers aux paysans en disant que l'ouvrier est déjà finalement aliéné au capitalisme et que l'ennemi à tuer, c'est le capitalisme. Est-ce qu'il passe rapidement à l'action, si l'on peut dire, lorsqu'il s'agit du pacifisme? Giono est incapable de passer à l'action. Donc, il peut proclamer des idées, mais l'action, c'est pas son truc. Hein. Il va avoir une tentative fugitive, il va imaginer fugitivement créer une organisation Jean Giono pour la paix en 1935, dans l'exaltation qui accompagne et qui suit la première rencontre du Contadour. On verra tout à l'heure si on a le temps d'évoquer ce que c'est. Les rencontres du Contadour qui commencent en septembre 1935. Là, il y a une véritable exaltation. Il y est poussé aussi par une femme qui est sa maîtresse à l'époque et qui est une grande militante pacifiste et qui porte un nom prédestiné puisqu'elle s'appelle Hélène Laguerre. Mais ce qui avait fait dire à nos amis journalistes Giono pacifiste par amour de la guerre. Mais c'est vrai, il y a quand même un élément moteur là, qui l'a quand même... disons que, on ne peut pas surinterpréter non, justement il ne faut pas surinterpréter, mais disons que quand il perdait la foi pacifiste, il y avait quelqu'un qui était là pour le remettre dans le chemin de l'action. Et c'est vrai que ces écrits pacifistes qui ont été extrêmement moqués à l'époque, j'ai vu une dédicace de Giono, Les vraies richesses, à Monsieur Untel, ce livre qui a fait beaucoup rire en 1936, qui sont aujourd'hui des textes qui parlent extraordinairement à tout le monde. La lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix est considérée comme un texte précurseur de la pensée de la décroissance. Et donc, voilà. Donc, le pacifisme de Giono a encore des échos aujourd'hui, mais sur un autre plan. Oui, et à propos, la littérature de Giono a beaucoup d'échos toujours. Mais justement, c'était la question que je voulais vous poser à vous, René Frénier. Pour vous, on connaît aussi un peu votre parcours. Il y a quelque chose qui... On ne va pas faire des parallèles, mais vous avez été aussi pendant quelques temps en prison. Et Giono aussi, a été une ouverture pour vous à un moment donné, parce que c'était un de ces livres, c'était un des premiers livres que vous avez lus dans votre vie. Oui, c'est plus qu'une ouverture, c'est le premier livre que j'ai lu dans ma vie. Je parle des prisons ouvertures, je joue un peu avec le mot. Le premier livre que j'ai lu, c'est Colline. Et je l'ai lu très tard. Il y a pas mal de copains à moi qui sont dans la salle, ils savent que j'avais une vue très basse et que j'ai jeté mes lunettes parce qu'ici à Marseille, les enfants se moquaient de moi, ils m'appelaient Quatreul. On ne peut pas faire des études quand on vous appelle Quatreul. Donc j'ai jeté mes lunettes et j'ai passé ma vie à traîner dans les rues. J'ai fait les 400 coups dans cette ville et je me suis arrêté au BEPC. J'ai eu une enfance qui est à l'opposé de l'enfance de Giono. Giono est un enfant précieux, choyé, qui a tout lu à 19 ans. Les Grecs, les Latins, Cervantes, Shakespeare. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ces gens-là. Je ne connaissais que les noms de rues, des places. Et j'arrive avec 2 mois de retard à l'armée et je fais 6 mois de prison pour désertion. Et là, quand j'ai lu plus tard Giono, son séjour au Fort Saint-Nicolas, son séjour de 4 mois après, il dit à peu près les mêmes mots que ce que j'ai vécu dans ces forteresses. Et le 2e jour, l'aumônier m'a apporté des livres. En fait, il m'a apporté un livre. Il a vu sur mon numéro d'écrou que j'étais provençal. Et il m'a apporté le livre d'un provençal, Giono. Sur la couverture, il y avait un berger devant un troupeau. Ce livre s'appelait Colline. J'ai demandé au prêtre des lunettes parce que je ne voyais rien. Il m'a apporté des lunettes approximatives et j'ai lu la première phrase de ce livre. 4 maisons fleuries d'orties émergent jusqu'aux tuiles des braies drues et hauts. Et je me suis enfoncé dans ce livre avec beaucoup de difficultés parce que j'étais plutôt illettré quand on n'a rien lu couramment.
J'ai lu ce livre peut-être pendant une semaine, j'ai demandé d'autres livres, et c'est grâce à Giono que je suis aujourd'hui avec vous, chez Gallimard. J'ai lu un livre par jour par la suite. Mais c'est grâce à Colline de Giono que je suis devenu écrivain. Quand on lit un livre comme celui de Giono, si j'avais lu peut-être un livre très, très ardu de philosophie, un essai, j'aurais abandonné. Mais là, l'histoire est tellement simple. C'est un vieillard qui meurt et qui déparle. Sans doute qu'il a un peu bu. Des serpents sortent de ses doigts. Un chat noir traverse une place. Une fontaine s'arrête de couler. Un incendie gronde. Et j'ai senti toutes les odeurs de la Provence que je n'avais plus, puisque j'étais entre quatre murs. Et en lisant Colline, je me suis rendu compte que lentement, je descendais vers la Provence, je retrouvais les villages l'été, un chat, une fontaine, une odeur de tuiles. Le vent sentait la tuile chaude et le nid d'hirondelle. On est tout à fait là dans la beauté du style de Giono. Il vous met sur les toits de Manosque, il vous met dans un hameau l'été, vous êtes au bord d'une rivière, et je ne connais pas d'auteur, d'écrivain qui me jette comme ça dans la forêt comme Giono, sur des chemins. Je suis au bord de la route et j'attends la camionnette qui ramasse le lait. Je trouve ça tellement admirable dans sa simplicité que ce type-là, même si tu n'aimes pas la littérature, il te la fait aimer, il te jette sur des chemins. Et il y a 50 ans que je marche et que je lis Giono. Je lis Giono en marchant, j'arrive chez moi, je pose Giono, je prends mon stylo, je repars marcher. Donc voilà comment j'ai connu Giono. Et puis le fait qu'il était incarcéré 2 fois, le fait que j'ai senti chez lui un rebelle. On le dit peu, mais Giono, profondément, est un rebelle. Il est un rebelle parce que, même s'il a été un très bon élève à l'école Saint-Charles à Manosque, Jacques l'a dit, quand on est dans les tranchées, il y a une anecdote de Giono. Il est au bout de la tranchée, dans une casemate, et les bombardements allemands commencent. Ils sont 6. Et il y en a un qui est près de la porte de cette cabane. Il y en a un qui est près de la porte et qui reçoit très vite un éclat d'obus. Il meurt. Et ils disent pendant des jours, on ne sort pas, et notre porte, c'est ce mort. C'est le mort qui continue à recevoir des éclats d'obus. Ils se font dessous dans leur capote, ils ont la décenterie. Quand on sort de là, c'est même pas une piste de position philosophique que d'être pacifiste. C'est tellement physique, n'importe qui d'entre nous. Quand tu restes 3-4 jours sur les obus allemands et que la porte, c'est un cadavre, tu remercies ce cadavre tous les jours durant toute ta vie. Et tu ne peux être que pacifiste. Mais lorsque vous êtes arrivé 2 mois en retard à votre service militaire, c'est parce que vous vouliez simplement, ou c'était objecteur des consciences, ou c'était simplement parce que vous n'aviez pas simplement envie d'aller faire des services militaires? Je ne savais pas ce que ça voulait dire, objecteur de conscience, ni insoumis, ni même déserteur. Voilà. Moi, j'aimais la vie autant que Giono. Ça aussi, cet amour sensuel de la vie. J'arrivais d'Istanbul, j'arrivais de Grèce en stop. Je suis arrivé avec 2 mois de retard, mais comme je serais arrivé n'importe où, sans me soucier de l'importance. L'héroïsme, le patriotisme, Giono le dit très bien. On nous dit de défendre la liberté, partir à la guerre pour défendre la liberté. Moi, dès que j'ai franchi le portail de la caserne, on m'a tondu, on m'a habillé comme un clochard, on m'a fait ramper, on m'a humilié. J'ai perdu en un instant toute liberté. Et je me serais demandé pourquoi je devrais défendre la liberté de la France, la liberté des citoyens, alors qu'on me l'a enlevée dès que j'avais franchi la barrière. Donc j'étais moi-même naturellement un objecteur sans savoir ce que le mot voulait dire. Et j'ai tourné pendant 6 mois avec un prof de philo qui, lui, était objecteur. Mais il savait pourquoi. Il avait étudié l'héroïsme, la guerre, les massacres pour rien. Moi, je suis arrivé la fleur au fusil, c'est le cas de le dire. Je suis arrivé là dans cette prison comme je serais arrivé en colonie de vacances. Et d'ailleurs, ça ne m'a pas du tout fait souffrir. Je racontais des blagues à tous les gens qui étaient là, même les gardiens écoutaient. Moi, je n'ai pas été malheureux. Comme les séjours de Giono en prison où il dit « je n'ai pas été malheureux », moi je lisais, je sortais dans la cour de promenade, je faisais rigoler les copains, et ça n'a pas été difficile. Et vous étiez Marseillais aussi, ça a aidé, je crois, d'après ce que j'ai compris. Vous étiez né à Marseille aussi, donc ça, le fait d'avoir vécu à Marseille, dans la prison, ça a aidé. Ça aide beaucoup dans toutes les prisons. Maintenant, depuis 30 ans, j'anime des ateliers d'écriture au Baumette, dans toutes les prisons. Quand tu es Marseillais, les Marseillais, c'est une diaspora. Et les Corses aussi, d'ailleurs. Les Corses aussi. Voilà. Et quand tu arrives dans une prison, même là où j'étais, à Metz, puis à Verdun,
Quand tu es Marseillais, ça te protège parce qu'il y a toujours 2-3 Marseillais et ils sont craints. Les Corses et les Marseillais sont craints parce qu'ils ont cette tradition du banditisme. On a peur d'eux. Donc moi qui étais Marseillais mais inoffensif, j'ai été tout de suite pris avec le groupe des Marseillais et des Corses et donc j'étais tout à fait protégé. Parce que si j'avais tourné dans la cour avec le prof de philosophie, qui était assez féminin, et puis il avait des mots que les autres n'employaient pas, j'aurais été menacé, j'aurais été associé à ce prof de philo qui était un corps étranger. Parce qu'il y avait beaucoup de voyous, il y avait beaucoup de braqueurs, il y avait beaucoup de... donc j'aurais été associé à ce prof de philosophie. Et là, le fait d'être Marseillais, d'être corso marseillais, j'aurais pu même déclarer que j'étais homosexuel, ça me protégeait. Et justement, ça vous a protégé, mais il y a quelque chose, pour revenir vraiment justement à ces dialogues entre vous deux, il y a quelque chose qui dit, Giono à un moment donné, et vous dites aussi dans un de vos livres, l'ennemi, ce n'est pas l'allemand, ce n'est pas l'italien, ce n'est pas l'autre, l'ennemi est à l'intérieur de nous-mêmes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous réunit tous les deux par rapport à ça? Oui, je nous raconte que quand il est dans la tranchée, il a très envie de rebrousser chemin. Mais il dit, en face, il y a des jeunes qui ont un uniforme d'une couleur légèrement différente. Si on s'approche d'eux, ils nous tuent. Si on recule, il y a les gendarmes qui nous attendent. Ils nous tuent. On n'a pas le choix. La plupart d'entre nous montent au front parce qu'au moins tu as une chance de terminer héros. Si tu recules, tu seras fusillé par les... Mais tu seras un lâche. Donc tout le monde monte. Et Giono est entre ces deux morts. Donc il a compris qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Entre les Boches et les gendarmes, on n'a pas le choix. Et au sortir de la guerre de 40, parce que ce qui est étonnant, et Jacques connaît beaucoup mieux au jour le jour la vie de Giono, ce qui est étonnant, c'est que quelqu'un comme Giono, il sort des tranchées, la peur au ventre, parce que Verdun, c'est des hectares et des centaines d'hectares de boue mélangée au sang et de sang mélangé à la boue. C'est les grands cimetières sous la lune. Et brusquement, il rentre chez lui et il fait une œuvre solaire. Jean le Bleu, Colline, etc. C'est une œuvre lumineuse, une œuvre sensuelle, une œuvre panique, une œuvre... alors qu'il sort du charnier. Et la Deuxième Guerre mondiale, il a fait chez lui en pantoufles, en robe de chambre, il mange de la daube tous les jours, du vin cacheté, il reçoit tout le monde. T'exagères un peu. Et il sort de là... Ah si, il a mangé pas mal de daube quand même pendant la guerre. Et il sort de là, il fait une œuvre la plus noire que je connaisse. Et c'est exactement votre question. C'est-à-dire qu'en chacun de nous, il y a Mozart et il y a Hitler. En chacun de nous, il y a un serial killer et il y a un saint. Il y a les deux. Il a compris que les camps de concentration n'étaient pas réservés aux nazis, mais que dans chaque village, même de Provence, il y aurait pu y avoir un petit camp de concentration. Que tout le monde, chacun de nous. Et tous ces romans vont devenir extrêmement puissants parce que justement l'ennemi est en nous. L'Anglois, le policier, le gendarme, l'Anglois est un saint. Il vient rétablir dans un village la sérénité, la tranquillité, jusqu'à ce qu'il s'aperçoive qu'il s'ennuie, cet homme. Il s'ennuie dans ce village. Alors qu'il a tué le loup, il a tué l'assassin, et il s'ennuie. Il sent monter en lui le goût du sang. Et Giono le décrit mieux que personne. En chacun de nous, il y a le juge et l'assassin, il y a le prédateur et il y a la victime. Ça, aucun roman ne l'a décrit aussi bien que Giono. Et c'est ce que je vois au Baumette depuis que j'y vais, depuis 20 ans. Je vois des gens devant moi qui ont tué 3, 4 personnes. Et tous les lundis, ils viennent à l'atelier d'écriture. Et quand ils parlent de leur mère ou de leur fille, ils pleurent. Et quand ils se mettent à écrire, quand ils découvrent l'écriture, ce sont des gens qui se métamorphosent. Ils posent leur calibre et ils prennent un stylo. C'est-à-dire, on est tous très doubles, mais il n'y a pas beaucoup d'écrivains qui l'ont exprimé comme Giono. Oui, tout à fait. Oui. Juste une phrase comme ça. À propos des règlements de compte qui ont suivi la libération, dont il a été quand même aussi la victime, Giono écrit dans un de ses carnets de travail « Hitlérien ou autre, là n'est pas la question. Le grand mérite, c'est qu'on a vu le fond de notre turpitude. Et je ne crois plus aux coiffeurs, à l'électricien, aux cafetiers qui ont assassiné pour régler des comptes, et ça c'est vrai que ça s'est passé. Je ne crois même plus à moi. » Et il est vrai que l'expérience de la Première Guerre mondiale va spontanément, je veux dire, en faire un pacifiste, mais
tu parlais de l'ennemi d'en face. Ce qu'il faut dire, c'est que pour lui, l'ennemi d'en face, il ne l'a jamais identifié comme son ennemi. Il le dit très bien à propos de la mort de son ami Louis David. Je n'en veux pas à celui qui t'a tué, parce qu'on lui avait dit la forêt, l'arbre, la rivière, ça s'appelle Allemagne. Comme à toi, on t'avait appris que l'arbre, la forêt, la rivière, ça s'appelle France. Pour moi, l'arbre, la forêt, la rivière, ça ne signifie pas, ça ne s'appelle pas la France, ça s'appelle la nature. Et il y a une expression qui revient souvent lorsqu'il explique à travers tous ces textes et son expérience. Il dit « j'ai vu ». Quand il parle de la guerre, La guerre, la guerre de 14. C'était une chose qui m'a frappé, puisque j'ai fait l'édition des lettres à ses parents pendant la guerre de 14, c'est que quand il va parler de la guerre de 14, il va d'abord dire « j'ai vu mourir autour de moi », y compris dans L'homme qui plantait des arbres. Réécoutez dans le film ou lisez-le, j'avais vu, je revenais de la guerre et j'avais vu. Donc Giono était professionnellement observateur pendant la guerre, puisqu'il était radio, observateur optique, puis téléphoniste et opérateur radio. Et il a eu, je pense, j'en suis convaincu, hein, mais bon. Et sur les chemins des dames, il a eu un regard sur la guerre, c'est-à-dire que la guerre, il ne l'a pas vécue comme le poilu ordinaire. J'ai rencontré un de ses camarades de régiment au début des années 80, quand j'ai fait mes premiers films sur Giono, un de ses camarades de la guerre de 14, qui m'a bien expliqué que ce n'était pas, un poilu comme les autres. Hein. Et il a tellement vu et intégré cette expérience de la guerre que ça l'a complètement forgé. Ça l'a forgé. Et quand tu dis qu'il écrit, en revenant de la guerre, une œuvre solaire, bien sûr, mais il écrit cette œuvre solaire pour mettre à l'écart la guerre, pour prendre du recul par rapport à la guerre. Et il va mettre 10 ans pour écrire son livre de guerre. Et c'est pour ça que Emmanuel a tout à fait vu ça et a voulu commencer l'exposition par cette immersion dans la guerre de 14, parce que il est vrai que s'il n'a pas décrit la guerre pendant 10 ans, les 10 premières années de son œuvre, il est sorti de là pour survivre à la guerre. Il avait envie d'écrire. Mais ce qu'il a écrit avant la guerre de 14, ça n'a pas un grand intérêt littéraire. Mais là, ça a déclenché vraiment l'écriture. Et quand même, le premier roman qu'il va écrire, Naissance de l'Odyssée, qu'est-ce que c'est ? C'est quand même l'histoire d'un retour de la guerre. Et lui-même dit qu'il y a songé, en effet, en voyant les éclopés de la guerre de 14 qui se baladaient dans les collines de Manosque. Mais le retour d'Ulysse, c'est comme le retour de la guerre de Troie. Et donc, mais cette œuvre, il a voulu solaire, il le dit, j'ai voulu saouler tout le monde de vie. Mais c'était saouler tout le monde de vie, il le dit dans Je ne peux pas oublier, c'était pour oublier la guerre. Hein, c'était quand même une des raisons. Oui, mais il y a quelque chose aussi qu'il ne faut pas négliger, les premières positions publiques autour du pacifisme. Il est fait en 1933, je crois, juste après la prise de pouvoir d'Hitler, quand même. C'est anodin, ça. Je m'en suis aperçu, en effet. Je veux dire, pourquoi jusque-là, Giono n'a pas pris position publiquement ? Il est pacifiste, ça s'exprime à la fin de Jean le Bleu, ça s'exprime dans Le Grand Troupeau, mais qui est tout sauf un livre didactique. Et tout d'un coup, il prend position. Et voilà, là, il y a une photo de Élie qui est à... C'est une photo donc qui est de... Attends, il faut que je... Oh. Non, c'est parce que la souris va très vite. Voilà, la souris court très vite. Donc voilà Giono au théâtre du Jeu de Paume à Aix-en-Provence. C'est en mars ou avril 1933. Et donc c'est le premier document qu'on ait où on le voit assister à une réunion contre la guerre. Ensuite, il va passer, il va devenir un peu le phare de la lutte contre le fascisme. Et là, c'est le journal basalpin de la lutte contre le fascisme et la guerre, où il donne un article qui s'appelle « Raison humaine ». Et c'est là où il commence à établir cette pensée que la paix, on la devra à l'âme paysanne. Parce qu'il va y avoir un lien très fort entre le monde paysan, pour Giono, et la défense de la paix. Oui, mais il y a une association importante, c'est l'association qui s'appelle la AEAR, c'est l'association des écrivains artistes révolutionnaires. Oui. Oui, donc qui est communiste. Qui est communiste, voilà. Mais donc,
il apporte beaucoup. Alors, et Giono était communiste. Mais... C'est quand même assez mystérieux que Giono soit allé vers cette association-là. Je ne sais, alors là, je n'ai vraiment pas le stimulus, je ne sais pas d'où il vient. Hein. C'est pas d'une femme, apparemment, pour une fois. Et donc, peut-être, je ne vois pas les écrivains qui sont dans l'AER qu'il pouvait fréquenter. Il avait sans doute rencontré, parce qu'il était beaucoup à Paris au début des années 30, entre 30 et 33, il a vécu une bonne partie de son temps à Paris. Donc, bon, quelqu'un l'a amené vers l'AER, alors qu'il était plutôt socialiste et ses filles de tendance. Mais c'était un vrai engagement antifasciste. Mais c'est un vrai engagement antifasciste. Et disons que là, il l'exprime en tout cas comme ça dans sa déclaration d'adhésion. Il dit « J'avais besoin d'une action, d'entrer dans une action collective. Et non plus d'être un pacifiste solitaire dans son coin à ruminer mes idées pacifistes. » En gros, c'est ça qu'il écrit dans la lettre qu'il adresse à Commune. Mais parfois, on a du mal à comprendre la logique de Giono concernant les pacifistes. Je donne un exemple très précis. En 1936, il a la guerre civile en Espagne. Il soutient les républicains, mais il ne veut pas qu'on leur donne des armes. Alors ça va être une position, oui, ça va être une position qui va être encore plus incompréhensible, ou tout aussi incompréhensible pendant la résistance, puisque Giono accueillera des résistants. Le premier maquis des Basses-Alpes se fera à Banon pendant quelques semaines. Il sera hébergé dans une des fermes du comte Adour, dont Giono est le propriétaire, en tout cas un des propriétaires. Et il donnera simplement cette consigne: je veux bien que vous fassiez de la résistance en vous installant chez moi, mais vous laisserez vos armes dehors. Alors ça, c'est une incompréhension totale, d'où évidemment tout un tas de malentendus qui vont s'en suivre entre la résistance et lui, même si tous les grands responsables de la résistance des Basses-Alpes étaient les amis de Giono et le sont restés après la guerre. Ils sont restés après la guerre, mais il y a quelque chose de fondamental aussi pour essayer de comprendre aussi pendant la guerre. Il est resté tranquillement chez lui. Oui, mais ça, c'est un autre sujet. Oui, la guerre de... Oui, alors là, par pacifisme, entre guillemets, il va considérer qu'il va nier la guerre. Voilà, c'est ça. Il va nier la Seconde Guerre mondiale. Il va la nier complètement. Un peu à la manière dont il l'a nié dans les lettres qu'il écrivait du front à ses parents, où il disait « Mais non, tout va très bien. Le régiment est décimé, tout va très bien. » Mais il glissait des petites choses comme ça au milieu des phrases, mais il leur racontait une espèce de guerre d'opérette. Bon. Et par contre, en 1939-45, mais c'est un autre débat, donc ça va être une position éperdument neutre et égoïste, égocentrique. C'est Drieux-La Rochelle qui emploie cette expression à propos de Giono dans son journal. Parce que le reproche n'est pas écrit pour Vichy, en fait, de Non. La Rochelle. Comment il lui reproche de ne pas vouloir écrire pour Vichy. Mais à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a quand même cet examen dans le journal de l'occupation, cet examen de conscience de Giono qui dit finalement: j'ai eu tort d'être pacifiste, j'ai eu tort d'écrire Le Grand Troupeau. Les hommes aiment la guerre, les hommes veulent faire la guerre. Et il y a une phrase que Emmanuel cite toujours par cœur, mais moi que je ne connais pas par cœur. Vas-y, sur la boucherie où on va chercher son... Voilà, le plus simple est d'accepter qu'il y ait des boucheries et d'y acheter de la bonne viande. Mais est-ce qu'il est persuadé, lorsqu'il parle de ça, lorsqu'il dit cette phrase-là, parce qu'il remet en cause à peu près tout ce qu'il avait fait auparavant? À ce moment-là, je suis sûr qu'il y croit. Mais de toute façon, à ce moment-là, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il ne croit plus en rien ni en personne. C'est-à-dire qu'il a mis tout le monde dans le même sac, y compris lui-même, je pense. Mais il n'a plus aucune foi en rien, en personne. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'il la retrouvera jamais, la foi en l'homme. Hein. C'est pour ça qu'il ne regardait plus les hommes que comme des objets d'art dans les musées. Hein, donc, ce qui est paradoxal aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que Giono est un grand romancier de bataille. Le Bonheur fou, Le Grand Troupeau bien sûr, mais le Bonheur fou, le Désastre de Pavie, Giono va devenir un des grands peintres de bataille de la littérature française, ce qui est aussi un paradoxe pour un pacifiste quand même. Et c'est étonnant parce que vous, René Frigny, dans ces livres, j'ai un grand délire, c'est tout à fait passionnant, c'est un petit carnet des prisons, et
ou l'oubli des rivières qui est sorti en début d'année. Vous écrivez aussi quelque chose qui me frappe. J'ai fui les convictions qui m'éloignent du rêve. Donc c'est un peu ça. Ça veut dire quoi, fuir? J'ai fui les convictions qui m'éloignent du rêve. Ça veut dire quoi, ça? J'en sais rien. Hein? J'étais complètement déconnecté comme vous parce que j'écoutais Jacques. Ouais. Non, mais justement, c'est pour ça qu'il y a un phénomène. Ça me permet de faire une parenthèse, de réfléchir à la question parce que j'étais en train. Il y a 10 ou 15 ans, j'écoute Jacques et je regarde. Vous l'écoutez toujours pareil? Non, mais je regarde cet homme qui. Jacques Mény est quelqu'un de très particulier. Pourquoi? Parce que, vous dites, Jacques, qu'est-ce que tu as fait cet été? Alors déjà qu'Emmanuel me dresse des portraits dans tous ces... Jacques, qu'est-ce que tu as fait cet été? Alors, cet été... et puis, qu'est-ce que faisait Giono le 6 février 56? Et là, il connaît? Ouais. Mais Jacques, il y a 3 ans, tu es parti où en vacances? Et tu dis, mais pendant la guerre, qu'est-ce qu'il a mangé le 2 mars? Et il te dit ce que Giono... C'est extraordinaire ce personnage qui s'appelle Jacques Mény, mais quand tu le regardes, tu as l'impression de voir un schizophrène qui est devenu, mais qui est vraiment devenu Jean Giono. Vous savez, pris pas mal de choses à son contact, j'imagine. Je pense que c'est une psychose consciente de sa part. Hein. Mais c'est étonnant parce que je ne connais pas de spécialiste de Giono dans le monde entier. Et même, je me demande s'il y a quelqu'un qui a étudié un écrivain comme il a étudié Giono. Donc, j'étais en train d'écouter ce qu'il disait surtout. Beaucoup de choses m'échappent. Alors, votre question... La question, c'est fuir la réalité pour aller au plus près de ses rêves, en fait. Fuir la réalité pour aller... Ouais. Ça, c'est ce que font tous les écrivains. Et aujourd'hui, si je pouvais la fuir encore plus, cette réalité, quand on apprend que nous avons, nous les sapiens, tué 60% des vertébrés en 40 ans, je crois que cette réalité, il faudrait la fuir encore plus. Nous avons tué les rivières, nous avons tué les océans, nous avons tué les... Verdun, c'est un échantillon de ce que nous sommes en train de faire. Justement, c'est pour ça. Et Giono, il a connu cette réalité-là, par exemple. Il a été au chemin des dames. Il a fait la guerre au chemin des dames. Bien sûr. Voilà, oui. Oui. Mais il n'a pas été simplement qu'un observateur. Non. Ouais. Il a vu mourir autour de lui. Il n'a pas été blessé dans sa chair, mais il a vu mourir autour de lui. Oui. Non, ce texte fabuleux, qui n'est pas son plus grand texte littéraire, L'homme qui plantait des arbres. Mais vous vous rendez compte, au moment où il est dans cette boucherie, où la boucherie de 40 va renaître, un homme à Banon, Elzéar Bouffier, qu'il invente, que je plante un gland, 2 glands, et pendant 35 ans, Elzéar Bouffier, en gardant 40 moutons, puis il vend ses moutons, parce que les moutons mangent les arbres. Il plante des centaines de milliers d'érables, de bouleaux. C'est le texte le plus écologique et le plus beau que je connaisse, L'homme qui plantait les arbres. Au moment où les sapiens, les hommes, détruisent la planète, s'entre-déchirent, massacrent tout, un homme seul plante une forêt et fait revivre toute la colline et la forêt du Contadour. Les gens reviennent, les fontaines coulent, les villages revivent. C'est un texte extraordinaire. Le Contadour. Donc, voilà qui est Giono, quelqu'un qui s'enferme chez lui, qui invente un personnage, et ce personnage est comme un Indien. Quand j'ai lu ensuite les paroles de Sioux, Giono aurait pu écrire « Quand vous aurez coupé le dernier arbre, pollué la dernière rivière, pêché le dernier poisson, vous vous rendrez compte que l'argent ne se mange pas. » C'est une phrase de Giono. Et c'est un chef Sioux qui l'a prononcé. Et ce chef Sioux disait... il avait lu Les vraies richesses. Bien sûr, il avait lu Giono. L'homme a l'impression que la nature lui appartient. Et les Indiens disent « nous appartenons à la nature ». Quand je lis Giono, j'ai l'impression d'être un Indien, j'ai l'impression que Giono a été un Indien. Donc, quand on parle du pacifisme, je pense qu'on est obligé de parler de l'écologie parce que la guerre, c'est le pendant de tout ce que le capitalisme a fait depuis des siècles. Le capitalisme se nourrit de la guerre pour vendre des armes, il se nourrit du sang. Giono l'a dit plusieurs fois. Ça, il transforme le sang en or. C'est à la base de sa pensée pacifiste, c'est le capitalisme, il faut tuer le capitalisme, et pour lui ça va plus loin, il faut tuer l'armée bien sûr, mais il faut détruire l'armée, et il faut détruire les militaires, et il faut détruire l'outil industriel.
Et c'est tout le drame de notre génération. Moi qui ai fait mai 68 avec tout un tas de jeunes qui avaient mon âge en 68, on était persuadés, comme Junot, qu'il fallait détruire le capitalisme. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que toutes les expériences de communisme ont échoué. À NURS, en Chine, à Cuba, Tito, en Algérie, toutes les tentatives de détruire le capitalisme ont échoué et on se trouve face à ce capitalisme qui est rayonnant partout et qui continue à tout détruire. Donc la pensée de Junot avant la guerre, qui est une pensée généreuse, c'est la pensée de mai 68, à la fois écologique et anticapitaliste, mais qui nous mène aujourd'hui dans une impasse, c'est-à-dire qu'on ne voit pas où est la solution. Et ça serait quoi avoir une pensée aujourd'hui pacifiste? Je pense que si les écologistes ne se déchiraient pas entre eux, parce qu'ils ont des égos surdimensionnés, tous, s'ils ne se déchiraient pas et si réellement ils luttaient pour la planète, nous aurions une petite chance de ne pas mourir à la fin du siècle. C'est à peu près ce qu'il nous reste à vivre, d'après toutes les statistiques. On va prendre 5 à 7 degrés. Je racontais cet été dans les journées Junot, j'ai été invité dans un grand festival de poésie à Nice. Les poètes arrivaient du monde entier en avion, c'est-à-dire ils puaient tous le kérosène d'une part, mais on les mettait dans des hôtels, et comme il faisait 40 degrés dehors, les hôtels aujourd'hui, n'importe quel hôtel, a une couette de 20 cm d'épaisseur et une clim. Et tous ces poètes qui venaient de descendre à l'avion rentraient à l'hôtel, se mettaient sous la couette et mettaient bien entendu la clim à 14. C'était des poètes. Vous vous rendez compte, si ces gens-là n'avaient pas été poètes, à combien ils auraient mis la clim? Mais qui va lire Junot, qui va lire Rimbaud, qui va lire Baudelaire dans 40 ans, 50 ans, quand il fera 50 degrés à l'ombre? Bon, l'avenir de la poésie, c'est l'avenir de la planète, c'est l'avenir de l'humanité. Et je crois que la vraie question, elle est là. Anticapitalisme ou pas, on n'a pas pu casser le capitalisme, on n'a pas pu casser le marché, on n'a pas pu casser le profit. Mais comment faire pour survivre encore 60 ou 70 ans dans ces conditions ? Et je crois que toute la question aujourd'hui est là. Le seul militantisme possible, c'est un militantisme écologique. Mais faut-il casser toutes les démocraties molles pour imposer une dictature écologique? C'est possible. Et d'ailleurs, à propos des conditions, comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Vous allez m'expliquer pourquoi. Et les jours sont des fruits et on peut justement, notre rôle est de les manger. Et justement, vous avez donné cette phrase lors à la télé d'écriture en prison, et j'ai l'impression que les gens n'ont pas compris, n'ont pas voulu comprendre, ou n'ont pas adhéré justement à cette phrase-là. C'est une des plus belles phrases de Junot parce qu'elle résume justement sa sensualité. Il a toujours dit « l'intelligence est du côté de la vie. Ceux qui se tournent vers la mort sont des gens très bêtes. La guerre est bête, le patriotisme est bête, la marchandise est bête. Ceux qui se tournent vers la vie sont intelligents. L'homme qui plantait des arbres, il est intelligent même s'il ne sait pas lire. Il plante des arbres. » Et donc cette phrase que je trouve très belle, « Les jours sont des fruits, notre rôle est de les manger, vivre n'a pas d'autre sens que cela. » Et un jour au Baumette, j'ai donné cette phrase aux 12 détenus qui viennent tous les lundis dans mon atelier d'écriture, comme je leur donne des phrases de tous les auteurs que j'adore. Et ils m'ont dit, on ne peut pas écrire. On ne peut pas écrire sur cette phrase. Pourquoi vous ne pouvez pas écrire? Parce qu'elle est amorale. C'est ce qu'on a fait jusque-là. On a mangé tous les fruits interdits, on est rentré dans toutes les banques, dans tous les jardins. On a pris du plaisir. Les jours sont des fruits, notre rôle est de les manger. On ne s'est jamais posé la question morale. Et si on est là pour 20 ans, c'est qu'il y a quand même une morale. Et ils n'ont pas écrit. J'étais très étonné parce que c'est la première fois où les détenus ont refusé d'écrire parce que la phrase était amorale. Ça nous a permis de parler de philosophie, notamment de la philosophie de Junot, mais j'ai trouvé cette réaction très étonnante, déconcertante. Je ne connais pas beaucoup de phrases aussi riches que celle-là. On n'est pas sur Terre pour souffrir, on est sur Terre pour jouir, pour manger tous les fruits. Et pour Junot aussi, son engagement pour les pacifismes, on le comprend comme ça. On n'est pas sur Terre pour se faire la guerre. C'est ça. Non, de toute façon, c'est évident qu'on est sur Terre pour communier dans l'harmonie avec le monde. Sauf que la guerre est là, en permanence, qui ne cesse jamais, finalement, et qui est sans arrêt.
le déséquilibre du monde. C'est ça le sens du grand troupeau. C'est pas un pamphlet contre la guerre, contrairement à d'autres textes dont ceux que Daniel Mesguich va nous lire, qui sont vraiment là des pamphlets contre la guerre. Je ne peux pas oublier et Recherche de la pureté. Mais le grand troupeau, c'est comment la guerre rompt l'équilibre fondamental mais tout, de la société, des rapports entre les hommes et les femmes, des rapports entre les hommes eux-mêmes, des rapports de l'homme avec la nature, de l'homme avec le monde animal, etc. Tout est disloqué par la guerre. Et c'est cette dislocation qui est au départ stigmatisée complètement par Giono. Oui, par Giono, mais vous citez aussi dans ces textes-là la philosophe Simone Veil. Oui, mais il a quelque chose. Elle-même, il a eu des positions vraiment très radicalement pacifistes, et oui, même oui. peut-être beaucoup plus radicales que Giono lui-même. Oui. Mais il a quand même des regrets quand même. Là, il faut faire toute l'histoire du pacifisme pendant les 5 années, de 1934 à 1939, avec la crise de Munich, avec le fait que Giono se réjouit de Munich, comme il va se réjouir de l'armistice signé par Pétain en 1940, parce que ça marque un stop au conflit, au combat. Il ne faut pas oublier, il faut vraiment se mettre ça quand même dans la tête, c'est que ces gens qui ont vécu le front en 14, et Giono, il l'a vécu il a été de Dunkerque à Belfort, donc il a vu à peu près tous les champs de bataille. Ces gens-là, ils ne peuvent pas avoir arrivé une nouvelle guerre sans avoir des peurs et des hantises, mais terrifiantes. C'est-à-dire que quand Giono apprend que l'Allemagne envahit la France, la première chose qu'il fait, c'est d'emmener tout le monde là-haut au Contadour parce qu'il y a du vent, parce qu'il se dit les gaz vont arriver. Il est obsédé par l'idée que les gaz sont de retour. Les gaz qu'il a eu, lui, à subir quand il a fait la bataille des Monts des Flandres en mai-juin 18. Donc, c'est l'idée qu'ils vont être à nouveau attaqués dans leur chair. Les gens qui ont fait la guerre de 14, on ne peut pas les comprendre parce qu'on ne peut pas partager leur expérience. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans ses textes. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas nous comprendre. Personne ne peut nous comprendre. Il écrit dans un très bel article qui s'appelle « La génération des hommes au sang noir ». Il n'y a que nous, entre nous, les anciens qui ont souffert sur les champs de bataille, qui pouvons comprendre ce que c'est. Les autres ne peuvent pas savoir. Oui, mais entre les deux guerres, il a eu beaucoup des romanciers, beaucoup d'écrivains. Parfois, ils ont signé des choses ensemble, parfois, ils ne l'ont pas suivi. Mais il a eu un seul à peu près qui l'a suivi toujours, c'était Alain. Oui, alors Alain et Victor Marguerite, l'auteur de La Garçonne, qu'on connaît moins évidemment, mais qui a été un grand pacifiste. Alors, Giono s'est par exemple radicalement opposé entre les deux guerres. J'en ai un exemple ici. Vous voyez, là vous avez, ça vient de son journal, ça c'est l'écriture d'Hélène Laguerre, là-haut. Donc, Robert Roland, Langevin, etc., ont adressé un message au président du Conseil, donc le chef de l'État à l'époque, pour lui dire de prendre des mesures énergiques contre Hitler. Et Giono, mesures énergiques, pour lui, ça veut dire faire la guerre. Et immédiatement, avec Alain, il réplique. Et donc, c'est le lendemain, ils envoient contrairement à l'affirmation télégramme Robin Roland, sommes assurés qu'immense majorité peuple français, consciente monstruosité guerre européenne, compte sur union étroite, gouvernement, etc. Et donc, ils vont s'opposer à tout mouvement d'union nationale, à tout ce groupe. Il y a tout un groupe d'écrivains qui dit, bon, maintenant c'est terminé, ce que dira Simone Veil, ma monstrueuse erreur d'avoir cru au pacifisme intégral. Mais Giono, lui, il restera jusqu'au bout, je dirais de façon presque obsessionnelle, dans cette ligne que tout vaut mieux que la guerre, y compris le pire des compromis. Et évidemment, on sait que ça va lui coûter quelques ennuis plus tard, puisque le pire des compromis, c'est d'accepter finalement avec indifférence, une relative indifférence de l'occupation. Oui, et il a cette phrase, vous me corrigez, c'est pas tout à fait ça, mais il disait grosso modo, il vaut mieux être un Allemand vivant qu'un Français. Oui, en gros, c'est ça, oui. Oui. Un Allemand vivant qu'un Français mort. Alors, il y a une part de provocation là-dedans. On lui a beaucoup reproché, j'imagine. Ça, évidemment, oui. Où il n'y a pas de...
attendez, il y a le Il y a manuscrit. l'autre phrase, je préfère vivre à genoux que mourir debout. Oui. Cette phrase-là, celle-là... Oui, oui. Alors attendez, je ne sais plus où. Voilà, ça c'est le manuscrit, ça vient de ce journal. Il n'y a pas de héros, les morts sont tout de suite oubliés, hein, car la guerre est inutile, il faut, etc. Et le héros mort, sa veuve épouse un héros vivant 15 jours après la mort du héros mort, quoi. Enfin voilà, c'était sur ce raisonnement-là qu'il était tout le temps. D'ailleurs, une question à mon avis qui est importante, par exemple les vraies richesses, ça a été publié juste après la victoire du Front populaire, je crois. Et comment ça a été écrit avant. Ça a été écrit avant. Mais comment ça a été accueilli à l'époque? Ah, c'était le livre d'une génération. C'était dans la foulée de Que ma joie demeure. Que ma joie demeure, c'est quand même le roman qui déclenche tout. C'est le roman d'une génération. C'est le roman qui fait venir à Manosque, non seulement à travers les auberges de jeunesse, mais à travers un mouvement spontané, les étudiants, les jeunes gens qui viennent recueillir la parole du maître. Il devient un maître à penser, il faut le dire, comme c'est. Et les vraies richesses, qui est dédié à ceux du Contadour, qu'il écrit tout de suite après la première, qu'il est en train d'écrire au moment de la première rencontre du Contadour, ça devient le livre de toute une génération. Avec Que ma joie demeure, ça fait diptyque. Et ça, mon ami Jean-Pierre Grenier, que j'ai bien connu, le metteur en scène de théâtre, la compagnie Grenier-Husneau, qui était apparenté à Giono par le mariage, d'ailleurs, il avait épousé une fille Fiorio. Et Jean-Pierre Grenier disait avec son humour, il disait, avec Que ma joie demeure et les vraies richesses, Giono est arrivé et il a piqué la clientèle de Gide parce qu'on était tous des lecteurs des nourritures terrestres. Et c'est vrai qu'il y a eu un mouvement. Il s'en vante dans une lettre à son éditeur Louis Brun chez Grasset. Les étudiants viennent quasiment stationner à sa porte parce qu'il y a l'inquiétude de la guerre, parce que tout d'un coup, là, il y a une parole qui donne de l'espoir, peut-être, en tout cas, qui apporte quelque chose, en tout cas, à cette génération. Et Giono va quand même être va quand même être le phare quand même d'une génération avec les vraies richesses. Voilà. Ça, c'est l'édition originale avec les photos de Cardass. Oui, c'est d'ailleurs le livre se termine par une adresse à la jeunesse. Hein. C'est quand même la passion de l'inutile. Ayez la passion de l'inutile. Est-ce que justement, si vous saviez des livres de Giono à recommander à la jeunesse d'aujourd'hui, vous leur ferez lire quoi aujourd'hui? Parce que c'est quelqu'un est-ce qu'il est lu aujourd'hui par oui, les jeunes, les jeunes que je rencontre dans les lycées, si ce n'est quelques très bons lycées, ils ont du mal parce que c'est une civilisation qui a disparu, la civilisation du cheval, de la charrette, ça a disparu. Et puis, il y a une telle richesse dans cette littérature que Giono s'est amusé souvent à perdre le lecteur. Dans Un roi sans divertissement, il y a plusieurs narrateurs. Dans Les âmes fortes, il y a plusieurs... Et les jeunes me disent souvent, on ne sait pas qui parle, on ne sait pas qui raconte, on s'y perd. Donc c'est très difficile. C'est pour ça qu'ils lisent L'homme qui plantait les arbres. Parce que quand ils demandent le nombre de pages, ça fait une quinzaine de pages, c'est très court. Et puis, il y a un seul narrateur, un seul personnage, c'est très dépouillé. Je pose la question parce qu'il y a aussi cette dimension un peu écologique, cette dimension aussi par rapport à la nature qui intéresse beaucoup la jeunesse aujourd'hui. La jeunesse arrive encore à lire Un roi sans divertissement jusqu'à la page 86. Parce qu'à la page 86, Giono, il tue le mal, il tue l'assassin. Et après, on tourne en rond dans le village. Alors que s'il avait été un romancier classique, il aurait tué à la fin de son roman. Il le tue à la page 86. Mais il reste encore près de 200 pages. Et là, Colombo fait la même chose. Tous les jeunes s'enlisent. Il y a, à la rigueur, moi j'ai écrit quelques mots dans le très beau livre de Giono, là, qui est sur le Mucem, catalogue. Sur un roi, l'Iris de Suse. L'Iris de Suse est le dernier roman de Giono, et il renoue avec cette tradition classique qu'il avait au début. Il raconte une histoire. Giono est avant tout un conteur très poétique. Il nous raconte une histoire. Et pour la première fois, depuis 20 ans, il prend le contre-pied de tout ce qu'il pense. Il a toujours pensé que le mal
contaminer toujours le bien, que la vie est une lutte permanente entre le bien et le mal, mais que c'est toujours le mal qui l'emporte. Le mal l'emporte dans un roi sans divertissement, l'emporte dans le choléra, l'emporte dans les âmes fortes. Le mal l'emporte toujours. Et là, peut-être parce qu'il sent qu'il est très fatigué, il va mourir quelques mois plus tard, il écrit l'Iris de Suse. Qu'est-ce que c'est l'Iris de Suse? Giono, qui a toujours été fasciné par Victor Hugo et par Les Misérables, par le personnage de Jean Valjean. Jean Valjean quitte le bagne et monte vers Digne. Et arrivé à Digne, Jean Valjean est perdu, il est seul, il vole de l'argenterie. Et là, le personnage Tringlot, le personnage de Jean Giono, il va faire comme Jean Valjean, jusqu'à Digne. C'est-à-dire, il fuit le mal, il fuit le crime, il fuit le sang. Et brusquement, en montant vers la montagne, il aperçoit une silhouette de femme qu'il appelle la silencieuse, parce que c'est une ombre qui traverse la brune, c'est une silhouette dans la neige. Elle est très belle, elle est silencieuse. Et ce bagnard, qui est poursuivi par d'autres bagnards, qui a vécu toujours de crimes et de vols, il aperçoit cette silhouette et il tombe éperdument amoureux. Et Giono, pour la première fois depuis des années, écarte le mal grâce à l'amour. L'amour n'a jamais été victorieux chez Giono. C'est toujours le mal qui l'emporte. Et là, cet homme qui aperçoit la beauté de cette femme, qui en tombe amoureux, il va écarter le mal sans s'en rendre compte pour entrer dans ce qu'il appelle le bien. Et Tringlot devient le bien, il devient l'amour. Il y a cette phrase que j'adore, hein, l'amour est une main douce qui écarte lentement le destin. C'est l'amour qui va écarter le destin, qui va écarter le mal. Et Giono meurt dans l'amour, dans la main de l'amour, dans la douceur. Jamais Giono n'avait parlé de l'amour et de la douceur comme au moment d'expirer. Et il entre dans un monde de générosité et il meurt. Et d'ailleurs, vous dites vous-même, la beauté, c'est à travers l'écriture pour repousser la mort. Donc l'écriture, c'est aussi quelque chose pour repousser la mort. Je crois que tous les peintres, les écrivains, les musiciens, tout, mais même les artisans qui font une œuvre, qui construisent une maison, qui construisent une armoire, on essaie d'aller vers la beauté pour oublier que nous sommes mortels. Moi, c'est le seul moment, et je pense que Giono, qui a lutté contre l'ennui durant toute sa vie par l'écriture, c'est le seul moment, quand il écrivait, où il oubliait qu'il s'ennuyait. Et moi, ce n'est pas tellement l'ennui, j'ai l'impression que je ne me suis jamais ennuyé, mais je me sens mortel dès que je me réveille. La nuit, quand je me réveille, j'ai l'impression que je vais mourir, j'ai l'impression que je porte en moi cette odeur de la mort, et quand j'écris, j'oublie que je m'appelle René Frény. Et c'est extraordinaire d'oublier que... Lui, il a oublié qu'il s'appelait Jacques Mény parce qu'il est devenu Giono. Mais moi, j'ai l'impression que j'oublie que je suis René Frény quand j'écris. Quand tu écris, tu deviens un arbre, tu deviens un chat, tu deviens une femme, tu deviens un coucher de soleil, tu deviens la lumière d'une rivière. Tu deviens ce que tu écris. Tu n'es plus René Frény. René Frény, malheureusement, il est mortel. Mais quand tu écris, tu prends toutes les formes de l'univers et tu es immortel. Donc, aller vers la beauté, quand on écrit, c'est rechercher la beauté. Chaque mot, chaque phrase, chaque virgule, c'est un cheminement vers la beauté. Et cette beauté, elle est immortelle. Donc, écrire, c'est aller vers la beauté. J'ai l'impression que chaque fois que je termine ma ligne, la mort tombe de mon bureau. Je reprends une ligne et la mort tombe de mon bureau. René Frény tombera un jour du bureau, mais quand j'écris, je ne suis plus René Frény. Quand vous écrivez, il vous compare toujours à Giono. Non, c'est la première fois qu'il en fait autant quand même. Je le pense depuis longtemps, mais enfin, le traité de schizophrène, c'est qu'il fallait Emmanuel a écrit sur moi dans son livre et dans la NRF, je suis habillé pour un bout de temps. Bon, comme clone de Giono. Bon, qu'est-ce que tu as écrit dans la NRF? Un enfant incestueux, non? Un enfant monstrueux de Giono. Je suis devenu l'enfant monstrueux de Giono. Oui, et il y a justement les rapports des Giono avec l'Allemagne. J'ai l'impression aussi que Giono avait, je vous ai dit ça tout à l'heure, comme ça, j'ai le sentiment, moi, qu'il a un peu surestimé lui-même l'importance qu'il avait lui-même en Allemagne. Parce que c'était un écrivain très connu en Allemagne, oui. Mais on a le sentiment qu'il pensait qu'il pouvait avoir une influence beaucoup plus importante. Il y a une réelle présence de l'œuvre de Giono en Allemagne entre les deux guerres, hein,
incontestablement. Alors, c'était Regain d'abord qui a été le premier traduit et qui a eu. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a toute une partie de l'œuvre de Genot qui est interdite. Il y a une partie qui est exaltée, c'est la partie Colline, Regain, Beaumune, etc. Et évidemment, le Grand Troupeau et les livres et les essais pacifistes passent sous le manteau en Allemagne. Genot a pensé quand même qu'il pourrait avoir une influence sur ce qui savait très bien qu'il allait se passer. Mais il n'était pas dupe que la guerre était là. Mais à un moment donné... Il a cru qu'il allait pouvoir l'arrêter. Mais il a cru qu'il pouvait rencontrer Hitler. Il a cru qu'il pouvait rencontrer Hitler et que s'il arrivait à... Mais alors, dans une lettre, il dit... Oui, mais ça ne peut se passer que si Hitler comprend bien le français, parce qu'il ne comprendra pas ce que je vais lui dire. Et donc, comme il ne parle pas français, je crois qu'on ne va pas y aller parce qu'on ne va pas s'entendre. Mais il n'est pas le seul. Hein, ils étaient plusieurs à avoir organisé cette chose. Il faudrait que Genot rencontre Hitler pour le convaincre que il n'y a absolument aucune raison que l'Allemagne fasse la guerre à la France. Dans les témoignages de l'exposition, qui sont projetés dans l'exposition des anciens du Contadour, que j'ai filmé il y a une vingtaine d'années, et qui nous ont tous quittés depuis, Paul Pellegrin explique que c'était quand même, le Contadour, c'était quand même de doux rêveurs, parce que au cours de ces réunions, le pacifisme était un des ciments du Contadour, mais ce n'était pas une obsession, hein, ils le racontent tous. Ils débattaient, ils parlaient, mais enfin, c'était pas un séminaire pacifiste, le Contadour. Voilà Genot, avec Hélène Laguerre, d'ailleurs. Hélène Laguerre et Genot, là, voilà. Et au Contadour... C'est quelle année, ça? Et ça, c'est 37, à peu près. Ouais. Et donc, une des idées extrêmement brillantes qu'ils avaient eues, c'était qu'ils allaient imprimer des tracts en allemand et qu'ils allaient lancer des ballons au-dessus de l'Allemagne pour lancer les tracts et expliquer aux Allemands que nous, les Français, on était leurs copains et qu'il n'y avait aucune raison qu'on se tape dessus. Voilà le genre de manifestation utopique du pacifisme contadourien. Et c'est vrai qu'ils y croyaient. Incontestablement, l'esprit de groupe qui avait, l'espèce de fascination qu'exerçait Genot, même s'il s'est détaché très vite du Contadour et qu'il y venait de moins en moins au fur et à mesure des années, il y avait une espèce de foi pacifiste qui les animait et qui était, en effet, qu'Hélène Laguerre entretenait, puisqu'elle avait même eu l'intention de faire obtenir le prix, enfin de faire une demande de prix Nobel pour Genot, qui s'y est opposé d'ailleurs. Il voulait le prix Nobel de littérature, ça il aurait aimé l'avoir plus tard. Mais là, le prix Nobel de la paix, c'était quand même un peu bon. Et il s'y est opposé. Et donc, il y a eu, c'était un foyer pacifiste, mais c'était pas, il n'y a pas jamais eu de doctrine, il n'y a jamais eu de, c'était un lieu sans règlement. Il faut quand même revenir toujours à cette chose essentielle. Genot, c'est quelqu'un qui est hors des cadres, qui ne peut pas ni entretenir une action, ni mener une action, qui est quand même foncièrement, il le dit, libertaire. Et son pacifisme est un pacifisme anarchiste. C'est-à-dire que non seulement il est contre la guerre, mais il est contre le capitalisme, il est contre l'État, et en plus, il est contre l'Église, parce que l'Église soutient l'effort de guerre. Et ça, c'est très clairement dit dans certaines lettres de Genot. Il dit, qui était athée, mais qui dit je ne peux pas soutenir le clergé tant que le pape n'aura pas fait une déclaration contre la guerre. Et donc, juste après-guerre, la Seconde Guerre mondiale, son combat pacifiste a un peu changé, il a évolué. Donc, il a axé beaucoup sur l'objection des consciences. C'était un de ses derniers combats concernant les sujets. Disons qu'il a été sollicité. Hein. Il a été sollicité. Et lui, il a sollicité des gens aussi, lui en même temps. Oui. Alors, il a été sollicité à la fois par des personnes particulières, et je pense là en particulier au cas de Pierre Berger. Pierre Berger, qui est né en 1930, a 18 ans, et là, j'ai pas la lettre de Pierre Berger, mais je peux en citer des bouts. Pierre Berger, qui ne veut pas faire son service militaire, écrit à Genot, qui lui dit « Il ne peut y avoir de réponse qu'individuelle, surtout pas de martyr, parce que la machine vous broiera. Donc,
finasser, faites l'imbécile. Finalement, c'est ce qu'il a fait, ça a marché. Mais Giono s'est associé à plusieurs manifestes pour défendre et demander aux autorités l'objection de la défense de l'objection de conscience. Et je voudrais montrer, puisque ça c'est un document absolument nouveau qui a été trouvé par Bernadette Lepeu et qui travaille sur De Gaulle. Et donc ça c'est un télégramme qui vient des archives de l'époque de Gaulle. Et donc on a André Breton, Cocteau, Giono, Camus qui écrivent à De Gaulle en 1959 pour Monsieur le Président de la République en faveur des nous intervenons en faveur des objecteurs de conscience, hein, que nous ne savons plus comment nous y prendre pour plaider leur cause. Voilà. Le statut, leur libération feront-ils l'objet d'un prochain projet de... Bon, voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on trouve à plusieurs reprises Giono co-signant des manifestes avec André Breton. On ne sait pas s'ils sont connus. Avec Cocteau, oui, ils étaient très copains. Par contre, ce qui est assez intéressant ici, c'est de voir pour la seule fois quasiment le nom de Giono et de Camus réunis, parce qu'il faut reconnaître que Giono n'a jamais caché le fait qu'il ne prisait peu l'œuvre de Camus et la pensée de Camus. Donc, c'est la dernière manifestation en 1959 d'un engagement de Giono pour l'objection de conscience, mais il y en a eu d'autres dans Paris Match en 1948. Et puis en effet, c'est cette réponse qu'il fait à Pierre Berger, je peux peut-être en donner une ligne ou deux, qui sont intéressantes évidemment par rapport à ça. Bon, il faut que je retrouve, ça doit être vers la fin. Ah, tiens, voilà. Bon. Est-ce que je vais retrouver une page? Ah oui, voilà. Voilà, en 1949, ce que Giono écrit: cher ami, tant que l'homme n'aura pas retrouvé ses vraies richesses, il ne pourra y avoir que du faux pacifisme. C'est ce que tu disais par rapport à l'écologie. La rivalité entre écrivains, il y a une phrase de Camus qui aurait pu être dite par Giono: le seul combat qui vaille la peine d'être mené est le combat pour la paix. C'est de Camus. Oui. Rien n'apaise plus que l'air, l'eau, le feu, la terre. Je ne crois pas qu'il y ait même quoi que ce soit de vraiment valable en dehors de ça. Mais prêcher sur ce thème, c'est prêter le flanc à tous ceux qui, au bénéfice aux confusions et malentendus, j'ai perdu espoir de faire entendre raison, sur le pacifisme, évidemment. Je crois que la raison s'entendra toute seule quand nous serons au fond de l'abîme. Bon gré, mal gré, il faudra y aller puisque les discussions pathétiques sur la condition de l'homme font boule de neige sur cette pente abrupte. Il restera quoi, après tout? Un, peut-être deux hommes qui, sans parler, s'engageront dans le sentier qui remonte. Les quelques autres survivants suivront. Le triste, c'est qu'ils suivront vers des recommencements. Je suis bien plus fier d'être l'artisan d'une défaite que d'être l'artisan de la mort de 100 000 jeunes gens, d'abord trompés dans l'essentiel de leur mission humaine, puis torturés pour l'erreur. Et ça, c'est vraiment c'est cohérent avec ce qu'il écrit dans Jean le Bleu. C'est qu'on trompe. Le patriotisme est une tromperie, la préparation militaire qu'il a refusé de faire est une tromperie. On vous trompe pour mieux vous envoyer à la boucherie. C'est le fond de sa pensée pacifiste et elle est cohérente puisque là on est en 49, il écrivait la même chose 20 ans avant. Êtes-vous d'accord justement avec cette cohérence chez Giono concernant son engagement pacifiste? Quand on s'est fait dans les brailles pendant 4 ans à Verdun, on ne peut être, il l'a dit, mais c'est vrai, on ne peut être que pacifiste. Ensuite, il a déçu. Giono a déçu 2 fois. Une première fois en 1939, parce qu'il a dit à la terre entière de déserter, n'allez pas nourrir les champs de bataille. Il a dit aux femmes de paysans, arrêtez de récolter du blé, vous allez nourrir les soldats. Donc faites la grève du blé, ne partez pas à la guerre, désertez. Et lui se rend à la caserne. Jusque-là, on ne savait pas qu'il était amoureux. Il ne se rend pas à la caserne parce qu'il est amoureux. Il a prévu de partir à Genève, de partir se cacher pendant des... Mais comme il est très amoureux de cette jeune femme qu'il a rencontrée au Contadour, c'est une passion qui vient de naître, elle lui dit « Mais Jean, si tu pars là-bas, je ne te verrai plus. » Il ne part pas pour la voir.
Mais dès le lendemain, alors qu'il arrive avec son sac à la caserne de Digne, où il est appelé, tous les paysans, tous les futurs réserves disent c'est un traître, c'est un lâche, il n'a pas osé. Mais simplement parce qu'il a été amoureux. Et en 1943, avec cet article dans Signal, là, il ajoute une forme de trahison. Ce sont deux anecdotes qu'en général je passe sous silence, parce que l'œuvre de Jono est si belle, si grande, que ces deux erreurs de Jono, une erreur parce qu'il est très amoureux et une autre parce qu'il est trop désinvolte, mais le reste, il est cohérent avec ce qu'il dit. Il est cohérent. Et il a une phrase qui est terrible, qui va clore son œuvre. Il dit, dans la bouche de son père lui dit un jour, « Mon fils, tu seras bon et généreux comme moi et tu le regretteras. » Et c'est tout à fait ce qui s'est passé dans la vie de Jono. Il a dit ce qu'il fallait faire, il a dit qu'il ne fallait pas partir, il a été réellement un écologiste, il a été un pacifiste, il a été un homme parfois généreux en ouvrant sa porte à tout le monde. Et il dit, tu seras bon et généreux comme moi et tu le regretteras. Et il a regretté. Donc, comme on a dit au début, tout à fait au début, chez lui, on pouvait trouver toute la panoplie des plus gris, les plus sombres, et aussi la lumière aussi. Donc. Mais il n'y a pas plus de lumière que dans l'œuvre de Jono. Pour moi, c'est le plus grand écrivain, en tout cas le plus grand poète en prose du XXe siècle. J'ai du mal à entrer dans l'œuvre de Proust. Je considère que Proust est à la hauteur, à la dimension de Jono. Céline est un inventeur du langage. On a pour 5 heures des débats. On n'aura pas le temps. Non. Mais enfin, pour moi, les trois grands écrivains, mais c'est... il y a 50 ans que je lis les Russes, les Latino-Américains, etc. Pour moi, il y a trois écrivains qui ont dominé le XXe siècle. C'est Proust, qui est entré dans un labyrinthe de réminiscences, de souvenirs que personne n'a atteint. C'est Céline, il le disait Céline, hein, la littérature, c'est de dégoupiller une grenade et de la balancer sous la coupole de l'Académie. C'est ce qu'il a fait. Il a fait exploser la grammaire, la phrase, l'Académie. Et ça, c'est Céline. C'est Céline. Jono, il a soulevé le monde, il a fait chanter le monde. Il n'y a pas plus grand poète, à part Aragon en vers, mais en prose, il n'y a pas de plus grand poète que... Donc la lumière, elle est là. La lumière, elle est dans les mots, dans ce choix des mots, dans ces métaphores. Dans la lumière est dans toute l'œuvre de Jono. Moi, je n'ai jamais lu un livre qui me jette sur la route autant, même si je lis volontiers Hemingway, si je lis volontiers tous les baroudeurs, mais quand tu es à la première page d'un livre de Jono, tu vois les vergers rouges, tu sens la brume, tu remontes, tu sens la rivière, il est d'une sensualité, donc d'une lumière. Toutes les saisons sont dans l'œuvre de Jono. Il n'y a pas d'œuvre plus noire et il n'y a pas d'œuvre plus lumineuse que celle de Jono. Il y a tous les contrastes de l'humanité. Et cet homme qui reste pendant 60 ans assis à son bureau, qui ne bouge pas, qui n'a pas le permis de conduire, qui ne voyage pas, il fait l'œuvre la plus voyageuse, la plus picaresque, la plus mobile qui soit. Donc c'est une œuvre de voyage, c'est une œuvre d'aventure, c'est une œuvre de lumière, et à la fois, c'est l'œuvre la plus noire du XXe siècle. Jacques. Non, juste peut-être pour conclure, Oui, pour conclure. Une phrase de Jono du 18 mai 1950, donc on est quand même presque au moment de la sortie du Cerf sur le toit, un an avant quand même. Une lutte contre la guerre doit d'abord poser pour un premier principe que les hommes aiment la guerre. Partant de ce fait solide et prouvé, on risque d'échouer, mais on ne risque pas, en tout cas, d'errer. Voilà où il en était arrivé. Et d'ailleurs, justement, pour passer la parole aussi, parce qu'il y a quelque chose, on va entendre Jono, et les grands comédiens Daniel Mesguich vont nous lire des textes, et grands metteurs en scène aussi. Et justement, aujourd'hui, je ne peux pas oublier un refus d'obéissance et recherche de la pureté de 1939. De quoi il parle justement ces textes-là? Alors, je ne peux pas oublier est écrit en 1934 et repris en 1937. 34, pourquoi? Parce que c'est le 20e anniversaire de 14 et que donc voilà, c'est publié dans Europe. Et là c'est vraiment le premier texte. On va entendre le premier et le dernier texte pacifiste de Jono qui ont une tonalité nettement pamphlétaire.
Hein. Ce n'est pas une proposition politique comme seront les vraies richesses ou le poids du ciel ou la lettre aux paysans. Là, c'est des pamphlets. Là, c'est là où il dit « Je ne peux pas oublier la guerre, la nuit, elle me hante, et je voudrais ôter tous les chapitres de guerre du livre d'histoire de ma fille. » Et l'institutrice me dit « Mais monsieur Giono, il faut jeter le livre tout entier. » Bon. Et donc, à la fin, il y a, je ne peux pas oublier, la remémoration d'un certain nombre de camarades qui sont morts au front. Quant à Recherche de la pureté, c'est le dernier texte pacifiste écrit en juin 1939. C'est la préface qu'il écrit pour son ami Lucien Jacques, dont les œuvres sont exposées au musée Regard de Provence. Je fais une pub en passant. Allez-y. Lucien Jacques, donc, qui a été en quelque sorte son mentor, en tout cas qui a beaucoup aidé au démarrage de Giono dans les années 20, écrit ses souvenirs à partir de ses carnets, écrit Carnet de Moleskine, voilà. Et donc, Giono préface cette réécriture des carnets de guerre de son ami, et voilà. Donc ça s'appelle Recherche de la pureté, et ça commence par cette phrase: quand on n'a pas assez de courage pour être pacifiste, on est guerrier. Et c'est un des textes les plus vieux, le texte le plus violent que Giono ait écrit sur la guerre, et qu'il va donner au journal du pacifisme intégral, La Patrie humaine, dont il sera devenu, qui publiera presque tous ses textes. Il y a cette phrase qui me plaît beaucoup, il dit « Il y a plus de vérité pour faire un enfant que pour tuer tuer un homme ». Oui. C'est dans ce texte-là qu'il y a cette phrase. Donc on va écouter les textes. Je tenais à vous remercier tous les deux. Merci vraiment beaucoup. Et surtout, je rappelle que Daniel Mesguich aussi est comédien, metteur en scène. Il a dirigé pendant quelques années les théâtres Gérard Philippe à Saint-Denis, les théâtres nationaux de Lille. Et aujourd'hui, il dirige sa propre école, qui est l'école Mesguich. Je tenais simplement à vous remercier, vous tous. Vous pouvez les applaudir. Merci, merci beaucoup.